Radio. Caprice. Lux Radio. Jusqu'à 20h sur Lux Radio. Lux Radio. Superflu. Des sujets sérieux. Un sourire radieux. Superflu. Sur Lux Radio. Bonsoir à tous, Fred Hafner sur Lux Radio. Comme chaque jour, j'ai la joie de vous livrer une nouvelle édition de Superflu. Nous parlerons ce soir de photographie avec une jeune et talentueuse photographe qui photographie entre autres la vie et la mémoire de Casablanca. Son nom est Zara Samiri, je vous la présente dans un instant. Nous recevrons également Philippe de Fretteur. Il viendra nous présenter le concours Je suis la mode, organisé en ce moment par les Galeries Lafayette, puisque le département de store français s'implante à Casablanca dans 3 mois. Comme chaque jour, je demanderai à nos invités de réagir à l'actualité. Nous retrouverons Nino Mécoire, notre musicien résident de la semaine, pour 2 lives exclusifs, et Ouda Amor nous livrera les dernières infos nationales et internationales à 19h pile. Enfin, ne l'oubliez pas, des études scientifiques le prouvent. Écoutez Superflu pendant 90 minutes, enrichit l'esprit. Positive Way. Superflu. Superflu sur Lux Radio. Nous passons à côté sans les voir, ou plus précisément sans les regarder, sans vraiment s'intéresser à eux. Eux, ce sont tous ces gens que nous croisons chaque jour et qui ne font partie ni de notre sphère familiale, ni de notre sphère amicale, et pas plus de notre univers professionnel. Ils nous aident à garer notre voiture ou nous vendent notre pain quotidien. Ils sont parfois nos voisins d'en face que l'on croise subrepticement en jetant un œil par la fenêtre. Ils vivent à côté de nous et font donc partie de notre vie. Mais quelle est la leur? Le savons-nous? Leur demandons-nous? Au-delà de quelques formules de politesse récurrentes et répétitives, parfois oui, souvent non. Une jeune photographe de Casablanca s'est dit un jour qu'il fallait aller à la recherche, à la rencontre des autres, les faire témoigner et les enregistrer. Le résultat, le premier web documentaire au Maroc, intitulé Dans la ville blanche, est toujours en cours d'élaboration, car Zara Samiri, c'est son nom, est avant tout une artiste. Elle shoot quand elle le sent et surtout comme elle le sent. Son travail est beau, touchant et émouvant. Nous en parlons avec elle ce soir en direct sur Lux Radio. Lux Radio. Superflu. Lux Radio prend la vie du bon côté. Lux Radio. Bonsoir Zara Samiri. Bonsoir Fred. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour un artiste d'expliquer, voire d'expliciter sa démarche. Et nous allons vous torturer pendant 90 minutes parce que c'est ce que nous voulons savoir ce soir. Merci de m'avoir invité en tout cas. Merci d'être venu. Mon témoin du jour est Jean Zaganieris. Bonsoir Jean. Bonsoir. Ravi de vous accueillir autour de cette table. Vous le savez si vous nous écoutez depuis une dizaine de jours, chaque soir dans Superflu, un témoin différent vient apporter ses lumières et m'assiste pour interpeller, interroger nos invités. Jean Zaganieris, vous êtes enseignant, chercheur, vous enseignez notamment et essentiellement les sciences humaines, les sciences sociales. Nul doute que le travail de Zara Samiri saura vous intéresser et que vous aurez un avis à donner là-dessus. D'ailleurs, je crois que vous avez déjà regardé un petit peu ce qu'elle fait. Tout à fait. Nous retrouverons tout à l'heure, je vous le disais, Nino Mécoire, notre musicien résident de la semaine qui jouera 2 morceaux live pendant Superflu. Mais tout de suite, attaquons-nous à vous, Zara Samiri. On va parler de différentes choses de votre travail, mais essentiellement donc de ce fameux web doc dans la ville blanche. Tout d'abord, comment est-ce que cela a commencé? Quel a été le déclic? Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit il faut laisser une trace, il faut faire parler ces gens et le montrer et l'exposer et le faire partager? Au fait, moi, lorsque je vivais en France, à Paris, je ressentais le manque de ces gens-là que je côtoyais dans la rue, dans mon quotidien, sans les connaître, et je m'étais fait à l'idée que mon retour à Casablanca, j'allais entreprendre ce web documentaire pour faire justement un travail sur la mémoire collective, la mémoire individuelle justement de gens qui font notre quotidien dans Casablanca. Et voilà, c'est parti un peu comme ça. C'est parti comme ça. Lorsque vous les rencontrez, lorsque vous les choisissez, comment est-ce que vous les choisissez? On va réexpliquer un petit peu le concept. Il y a un gardien de voiture, il y a un boulanger, une veuve, un commerçant, un pâtissier, c'est ça, un pâtissier traiteur, et puis le dernier qui se fait appeler l'incertain.
L'incertain, oui, je l'ai vu hier, celui-là. Je l'aime beaucoup, celui-là. C'est assez récent. Alors, expliquons un petit peu. Hein, on est à la radio, il faut qu'on décrive. C'est toujours, ça semble pas forcément évident de parler de photos comme ça à la radio. On parle de web documentaire. Donc, l'idée déjà du web documentaire, c'est d'apporter plusieurs types de médias, de vraiment gérer un vrai projet multimédia. Vous êtes photographe, on l'a dit. Donc, vous faites un montage avec des photos. Et des prises sonores, en fait, des interviews. Et le mariage, l'alliance des deux fait... et le résultat, c'est une vidéo. Et puis, comment je vais vers les gens, en fait, c'est par coup de cœur. Je rencontre quelqu'un comme ça dans la rue que je côtoie dans mon quotidien. Et puis, je lui pose la question. Des fois, j'ai des refus. Des fois, j'ai des gens qui sont un peu réticents au début. Mais j'insiste. Et puis, la confiance s'établit. Et puis, à fur et à mesure, il me raconte sa vie. Je prends des photos de son quotidien. Je l'enregistre, me raconter sa vie. Et puis... je fais un montage des photos et du son. Alors justement, vous insistez. Pourquoi et comment on insiste? Parce qu'on se dit, lui, c'est le bon, c'est son attitude. S'il y a quelque chose qui vous parle et qui vous dit, il faut vraiment que je l'ai lui, parce que finalement, le gardien de rue, par exemple, de voiture, il y en a 10 000. Alors, lui, il a fallu insister, je crois. Oui, bah, j'use un peu de mes charmes, hein, un petit peu. Ça marche. Le gardien de voiture, ça m'a pris 3 semaines pour faire son portrait, parce que... Vous êtes allé voir tous les jours? Oui, pratiquement tous les jours. Et tous les jours, il me disait... En voiture, vous êtes garé pour... Non, à pied, même pas. En plus. Et j'allais le voir et je pense qu'à un moment donné, il en a eu tellement marre de moi. Il a compris que j'allais revenir chaque fois. Il a dit d'accord. Mais c'était un portrait qui m'avait beaucoup plu, parce que c'était très difficile à faire, justement. Et le fait de le faire, finalement, c'est un bonheur incroyable, c'est indescriptible. Le challenge est intéressant, finalement. On a l'impression que c'est presque moins bien pour vous si la personne dit oui tout de suite, hop, on le fait en 2 jours. Si, parce que si elle dit oui tout de suite, son histoire sera peut-être aussi riche que celui qui s'est caché. C'est juste qu'elle a plus de facilité à se livrer. Mais le résultat est là, donc... Combien de temps ça prend lorsqu'on a choisi comme ça son personnage, si je puis dire? C'est plusieurs jours de shooting, c'est quelques photos puis on enregistre, puis quelques photos puis on enregistre, ou c'est l'un après l'autre? Comment est-ce qu'on... J'ai toujours envie de connaître un peu les coulisses, moi. À part le gardien de voiture ça m'a pris 2 jours de shooting, parce que il n'avait pas toujours le temps, donc j'avais 1 demi-heure pour faire le shooting et l'enregistrement sonore, mais les autres portraits, je faisais le shooting et la prise sonore le même jour. D'ailleurs, je me rappelle que la veuve, je lui avais posé la question, je lui avais demandé son autorisation pour faire son portrait, elle avait dit oui et on avait commencé tout de suite. Ah oui. Ça dépend en fait des portraits. Comme quoi tout est possible. Jean Zaganiaris, vous avez regardé un petit peu ces web documentaires, ces montages? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ce qui m'a plu, l'une des premières choses que j'ai vues sur les photos, c'était celle sur l'exil. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, on n'en a pas encore parlé, où vous montrez en fait un concept très proche de ce que Gilles Deleuze appelle l'entre-deux, et même c'est un terme que vous utilisez. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment, tous ces espèces de monismes, ces identités nationales, à un moment se brisent, parce que la réalité sociale les rend hybrides, les rend mélangés, de par le voyage. Et là, je lisais il y a quelque temps des écrits de Joseph Ross qui parlait, c'était un Allemand qui avait voyagé à Marseille, qui avait pris le bateau et qui, pour lui, l'identité nationale n'avait aucun sens. Il y avait des êtres humains et il y a des choses qui différencient ces êtres humains, c'est la culture, mais par-delà leur différence, ces gens-là sont beaucoup plus semblables que différents, de par leur humanité. Et là, l'humanité qu'il y a dans vos photos me plaît beaucoup. L'humanité, non pas dans son caractère peut-être extraordinaire, mais dans ce que on peut appeler l'ordinaire. Ça me plaît beaucoup. Si vous voulez, je reviendrai après. L'humanité, la réalité, effectivement, je voudrais que Zara Samiri nous précise effectivement de quoi Jean Zaganiaris était en train de parler, puisque là, il y a quelques secondes, nous parlions de Dans la ville blanche. Exil, c'est un autre de vos projets qu'on trouve sur votre site zarasamiri.com. C'est un projet que j'avais réalisé lorsque je vivais en France. C'est aussi un web documentaire, c'est plus un portfolio sonore qu'un web documentaire qui relate la vie d'exilés installés en France. Et c'était mon projet de fin d'études, quand j'avais fait les Beaux-Arts. Et comment c'est venu? C'est justement parce que vous étiez vous-même installé en France? Vous vous sentiez exilé, vous? Moi, je me définis comme une exilée intérieure. Je me sens toujours exilée. Même ici, chez vous, à Casablanca? Surtout ici, chez moi, à Casablanca. Je me sens plus chez moi à Paris qu'à Casablanca. Donc Mais vous êtes revenu vivre ici?
l'appel de la terre est plus fort que le reste. Et puis j'avais encore des choses à faire ici, à réaliser. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Il faut faire une parenthèse dans sa vie et puis profiter de l'instant. Lorsque vous démarrez une série comme celle dont parlait Jean Zaganiéris, Exil ou Dans la Ville Blanche, est-ce que dès le départ on a une idée très précise, un petit peu comme quelqu'un qui réalise un film, de ce vers quoi on souhaite aller, de combien d'intervenants il y aura, etc. Ou est-ce que au contraire, comme je l'ai laissé un petit peu entendre en début d'émission, ça va aller au fur et à mesure en fonction des rencontres, en fonction de l'humeur, de votre humeur ? Au fait, le sujet est défini à l'avance parce que je suis quelqu'un qui peut s'éparpiller très vite, donc j'ai besoin d'avoir mes garde-fous. Et puis par la suite, le nombre de portraits, ça varie, ça dépend des gens rencontrés au fil du temps. Mais au début, il faut vraiment que ça soit précis, net, bien cadré. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. Vous faites de la photo depuis combien de temps, Zahra Samiri ? Oh, je ne saurais dire. Vous êtes née avec un objectif, avec un appareil photo ? Non, même pas, non. Mais je l'ai rencontré à un moment où j'avais, je pense, besoin de... Au début, c'était des autoportraits et puis je me suis intéressée à l'autre par la suite. Pour s'intéresser à l'autre, il faut commencer par soi. Je pense, oui. Il faut se connaître un peu soi-même pour mieux raconter l'autre. Il y a un autoportrait sur votre site d'ailleurs, écrit, et j'ai même entendu récemment que vous l'avez même enregistré. Je l'ai enregistré il y a longtemps, mais... il est joué, hein, il est bien joué d'ailleurs. Un peu, oui. Alors, vous le connaissez pas par cœur, hein, votre autoportrait, parce qu'il y a... Si, je peux vous dire... Vous pouvez faire quelques phrases comme ça, parce que c'est assez frappant, assez marquant. Je préférais que vous lisiez, parce que ça... C'est vrai ? Oui. Et vous le ferez mieux que moi, parce qu'il s'agit de vous. Ça changera. Alors, je prends un extrait totalement au hasard. Il est sous mes yeux. Donc, c'est l'autoportrait de Zahra Samiri sur son site internet. Les gens m'ennuient. Je préfère les enfants, les vieux et les chiens. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me réveiller. J'ai les deux auriculaires tordus. J'aime observer et écouter les autres. Enfant, je n'ai jamais choisi ce que je mangeais. Je commence toujours un livre par la dernière page. Je le finis rarement. Mon alter ego s'est suicidé, j'aime les fruits rouges et les pommes granny, je n'ai jamais pesé plus de 49 kilos. Dans un restaurant, je commande toujours la même chose que d'habitude. Il y a beaucoup de phrases comme ça, c'est très très long. C'est des aphorismes. Ah, moi j'en ai retenu une de phrases. J'aime les films d'horreur. J'aime les films d'horreur. Ah, j'ai retenu. C'est vrai, vers la fin. Il y a vraiment tout, c'est un espèce de Dedzibao comme ça. Ça aussi, c'est très travaillé ou c'est venu comme ça Au fait, il y a la version longue qui contient une vingtaine de pages. Wow. Ça, c'est la version courte. Ah, mais la version longue, c'est une introspection complète. Oui, ça m'a pris un soir et j'avais fait nuit blanche à écrire ça d'une traite et c'était une sorte de... Jean Zaganiéris ? Dans Seven, il a fait plein de cahiers, le gars, là, dans le film Seven. Non, là, c'est une boutade, c'est pour... En fait, j'avais lu un livre d'Édouard Levé qui s'appelle Autoportrait, qui faisait pratiquement la même chose. Et une fois que j'avais... D'ailleurs, c'est l'un des premiers livres que j'arrive à finir. Une fois que j'avais fermé le livre, ça m'a pris d'un coup et puis j'ai écrit... C'est une sorte d'introspection, ça m'a délivré de beaucoup de choses. Est-ce que vous le mettez à jour parfois, cet autoportrait ? Est-ce qu'il y a des phrases qui sont plus valables ou que vous n'assumez plus ? Il y a des phrases qui sont plus valables, mais dans la version longue. La version courte, je pense qu'elle a été bien choisie pour qu'elle reste un peu, pour qu'elle me corresponde au fil du temps. Mais il faudrait peut-être que je fasse une petite mise à jour. Je penserai. Je sais pas, hein, peut-être que c'est intéressant de le laisser comme ça aussi. Hein. Parce que cet autoportrait date de 2009, donc je pense que il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont rajoutées, donc... En tout cas, c'est passionnant quand on le lit, encore plus quand on l'écoute. Mais je me disais que peut-être ça peut presque... Est-ce que ça bloque pas les gens ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, je parle de relations professionnelles ou autres, peu importe, mais de rencontrer quelqu'un qui a déjà lu cet autoportrait et qui du coup a un peu peur. Oh là, alors, elle fait attention aux fourmis quand elles marchent, machin, faut pas que je dise ça. Ça fait pas un peu peur ? Non, mais ce qui m'étonne, c'est que y a beaucoup de personnes qui m'écrivent des mails et qui font la même chose, qui font des aphorismes, qui font leur autoportrait, et c'est très touchant. Sinon, au niveau professionnel, je pense que
Non, j'ai jamais eu de problème. Ça, c'est amusant. Il faudra qu'on y reviendra peut-être avant la fin de cette émission. Le fait que des gens vous envoient le leur, ça c'est spontanément, j'imagine, parce que vous l'avez pas demandé. C'est assez fascinant. Nous continuons à parler de photographie. Nous parlerons également d'actualité tout au long de cette émission. Je demanderai à mes invités du jour de réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui, à ce dont nous avons parlé et débattu sur Lux Radio, notamment la maison à 5000 dirhams. Est-ce que c'est possible? Les cliniques privées, vous savez que depuis 2 jours, on en parle au Maroc, certaines ont été fermées. La ministre de la Santé s'est rendue dans l'une d'elles. Nous en parlerons avant 20h dans Superflu sur Lux Radio, mais tout de suite je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter Mark Knopfler, That's What It Is sur Lux Radio. Charlotte Street and take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Marc Neufleur, oui c'est bien cela, à l'instant sur Lux Radio. J'allais dire en live, je me suis habitué à la musique live dans Superflu, mais non, la musique live ce sera tout à l'heure avec Nino Mécoire, notre guitariste de talent. Mon invité principal ce soir s'appelle Zara Samiri, elle est photographe. Zara, merci encore d'être avec nous. C'est moi. Mon témoin est Jean Zaganiris, merci aussi d'être là et de nous accompagner jusqu'à 20h. Je voudrais vous présenter Zara Samiri, Jean Zaganiris, Philippe de Fretteur qui représente ce soir un grand groupe de franchises et de grandes enseignes au Maroc et qui vient particulièrement pour les Galeries Lafayette. Bonsoir Philippe de Fretteur. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je vous remercie d'être venu et nous allons parler en particulier du concours Je suis la mode qui est donc organisé par les Galeries Lafayette, car les Galeries Lafayette arrivent fin octobre je crois, au Morocomo, la Casablanca. Je dis arrivent mais en fait reviennent, puisque les Galeries Lafayette ont déjà existé à Rabat, voire à Rabat et à Casablanca dans les années 50 je crois. Ça a commencé dans les années 20. Les années 20, voilà. Oui, j'avais une trentaine d'années de décalage. Mais c'est resté très, très prégnant dans l'esprit et dans le cœur des Marocains. Ah oui, c'est impressionnant parce que lorsqu'on en parle, d'ailleurs Zara Samiri à côté de moi est en train d'acquiescer, même si dans les années 20, à mon avis, elle n'a pas connu. Ma mère s'en souvient, elle me racontait qu'elle se souvenait des Galeries Lafayette et que ça lui faisait mal au cœur qu'elle ne soit plus là. Donc ça lui fera très plaisir, je pense. Ah oui, je pense que effectivement, c'est vraiment parce que c'est une marque qui véhicule beaucoup de choses finalement, l'image de la parisienne, l'image de la mode, et donc on en vient à ce fameux concours Je suis la mode. De quoi s'agit-il en quelques mots, Philippe de Fretteur? Alors en quelques mots, Je suis la mode, c'est une vaste opération mode, sans doute une des plus grandes jamais organisées au Maroc, par les Galeries Lafayette Maroc, pour marquer en fait l'arrivée de cette belle enseigne, ou le retour finalement de cette belle enseigne au Maroc. Donc en fait c'est un concours de look qui s'adresse au grand public marocain, qui a commencé depuis le 11 juillet et qui va s'étaler jusqu'au 22 septembre. Je pourrais détailler un peu plus tard si vous le souhaitez les étapes. Moi ce qui m'intéresse c'est donc un concours de look. Alors on va expliquer parce que vous surfez et vous avez bien raison, sur le phénomène qui existe depuis quelques années. Il y a beaucoup de blogs comme ça un peu partout, notamment en Europe, mais au Maroc aussi, de ce qu'on appelle un peu les face hunters ou les fashion hunters, les chasseurs de mode, des gens qui se baladent dans la rue et qui se disent ah mais tiens, toi t'as un super look, je peux te prendre en photo, voilà. Donc c'est un petit peu l'idée. Si je détaille en deux mots en disant que vous proposez aux gens qui nous écoutent, à tout le monde, particulièrement les jeunes, c'est surtout eux généralement que ça intéresse, de se prendre en photo, de créer leur look, de se prendre en photo et de donner un nom à ce look aussi. Ça, c'est important, je crois. C'est ça l'idée. Hein. Oui, l'idée c'est vraiment de créer un lien particulier avec tous les gens, tous les jeunes qui sont intéressés par la mode et de créer un espace en fait d'expression, de liberté, parce que la mode c'est l'affirmation de soi, c'est l'affirmation de son originalité. Et pour détailler un tout petit peu le dispositif, il y a trois manières en fait aujourd'hui de présenter et d'affirmer son look dans l'opération Je suis la mode. Le premier, c'est de participer à des studios mobiles qui tournent entre Casa et Marrakech avec une équipe de professionnels. Et là, les candidats intéressés peuvent se présenter dans leur look et ils seront shootés par des professionnels. Alors déjà, rien que ça, c'est un rêve pour énormément de gens. Dès cette étape, vous faites rêver et vous accomplissez sans doute peut-être même un fantasme pour pas mal de monde. C'est quoi, ça se présente comment ce studio mobile, c'est quoi? C'est une cabine qui est sur... C'est ça, il y a une équipe de professionnels. C'est-à-dire les professionnels, il y a maquillage, etc. Voilà, maquillage, photographe professionnel. Waouh. Et donc ça se passe en ville, c'est ouvert. Et l'idée c'est que tout le monde, de retenir le principe que tout le monde est invité à pouvoir le faire. Et que au fur et à mesure en fait certains looks à raison de 5 par semaine seront sélectionnés. Ça c'est le premier moyen de se porter candidat. Le deuxième moyen c'est de poster son look sur le site internet je suis la mode.ma. Donc là on prend la photo de son côté chez soi et on la met sur le site. Mais alors on a moins de chance parce qu'on n'est pas shooté par un professionnel, autant se rendre dans la cabine. Hein. Alors justement, si le look du candidat est sélectionné, il aura la chance, s'il est dans les 40, c'est à la fin de la première phase, parce que la première phase s'arrête le 8 septembre, 40 looks en fait seront sélectionnés. Et parmi les 40, ils auront la possibilité, c'est un des lots qu'on souhaite leur proposer, ils auront la possibilité de faire l'objet d'un shooting professionnel. Alors, pour expliquer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous attendez pas de look particulier, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quel que soit notre état d'esprit ou ce qu'on a envie de transmettre. Et on n'est pas non plus obligé d'être complètement excentrique d'ailleurs finalement.
Exactement, je pense que c'est très ouvert et c'est le but même de l'opération et les critères, je dirais, que le jury va suivre sont eux-mêmes très ouverts. Il n'y a pas de, on peut être très classique, on peut être très street, on peut être de style, je dirais, marocain, de style européen. C'est très ouvert et on invite tout le monde au contraire à aller de l'avant dans cet état d'esprit d'ouverture. Finalement, c'est assez raccord avec l'état d'esprit de l'enseigne que vous représentez, puisqu'on peut y trouver justement tous les styles et de vêtements et de créateurs. Jean Zaganiéris, vous avez une réaction? Oui, j'ai beaucoup été intéressé par la présentation du concept, parce que et je pensais à un texte de Pierre Bourdieu qui a dans Question de sociologie, il y a tout un ensemble de textes au milieu sur la mode, et finalement qu'est-ce qui fait qu'on est à la mode et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas? C'est aussi l'autre, hein, le regard de l'autre qui va estimer, et ce qui va être peut-être intéressant dans les gens qui vont venir, c'est de voir aussi les sociabilités, qu'à un moment c'est peut-être aussi la sociabilité qui crée ce qui est à la mode, et comment dans la sociabilité il y a des individus peut-être qui sortent justement de la sociabilité. Je ne sais pas si vous êtes aussi un peu dans ça. Et quand je dis sortent, et j'ai beaucoup apprécié, c'est pas forcément l'excentricité, ça peut être aussi l'ordinaire, pour revenir encore aux photos de Zara, ça peut être aussi quelque chose d'ordinaire qui finalement est à la mode et qui sort finalement d'une sociabilité et mérite le cliché ou le coup d'œil. Enfin, Philippe de Freiteur. Ouais. Je pense que je vous suis vraiment, parce que je pense que la mode, c'est l'affirmation de soi, mais c'est le regard des autres, et c'est toujours sans doute dans la volonté de créer un lien avec l'autre. Et je pense que quand on se balade dans les rues des grandes villes marocaines, pour resituer le concours bien sûr au Maroc, c'est que la rue est un lieu permanent d'expression de soi, et on s'arrête souvent sur des looks. On va devant les grands magasins, on va devant le Zara, on va dans les endroits pas forcément à la mode, d'ailleurs même la Corniche, on se balade, et je pense qu'il y a dans la culture marocaine l'envie de se montrer, l'envie de faire partager en fait un peu son état d'esprit. Et ça, les Galeries Lafayette qui nous accompagnent dans le développement de ce projet ont été très frappés par cette originalité, je dirais cette touche marocaine qu'ils n'ont pas forcément retrouvée dans d'autres cultures européennes. Zara Samiri, vous êtes photographe professionnel, peut-être pas spécialisé sur la mode d'ailleurs, mais quel est votre regard là-dessus? Moi, j'ai hâte de voir le résultat, parce que je pense qu'avec les Marocains sont issus d'une société un peu éclectique, donc le résultat sera très étonnant, je pense. Et à ce titre, je vous invite à consulter bien sûr le site jesuilamode.ma, mais également de regarder la page Facebook. La page Facebook qui marche très très bien. Oui, la page Facebook des Galeries Lafayette Maroc, à travers laquelle en fait vous verrez les looks qui ont commencé à être postés et qui pour ceux qu'on va sélectionner au fur et à mesure. Et surtout, on a mis en place un décryptage en fait des looks, puisque notre groupe, qui est un des leaders historiques de la mode au Maroc par les différentes marques qu'il a pu lancer ces dernières années, a mis en place plusieurs équipes professionnelles qui sont par exemple des acheteurs, mais aussi un bureau de style, et en fait ces professionnels vont décrypter les looks et faire avoir une démarche un peu pédagogique pour le mettre sur le site, et expliquer un peu les tendances et les partis pris. Comment on décrypte justement? C'est expliqué, là il veut représenter ça, on sent qu'il s'affirme de telle manière, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a une part peut-être sociologique, psychologique qui est une première démarche, mais nous on est plus sur un terrain, je dirais, les inspirations qui peuvent être les inspirations des grandes marques, des grands créateurs, des couleurs qui sont mises en avant pour les saisons, puisque chaque année chaque collection s'est renouvelée, donc c'est plus sur ce domaine-là. Voilà. Nous continuons à parler de ce concours Je suis la mode, nous continuons à parler du travail de Zara Samiri, notamment de son web documentaire dans la Ville Blanche, sur Lux Radio, dans cette émission Superflu, jusqu'à 20h. Je vous demanderai également, chers invités, de réagir à l'actualité dans quelques minutes, et notamment vous commencez à y penser. Je vous demanderai si, d'après vous, la maison à 5000 dirhams est possible, si elle peut exister. On écoutera un extrait d'une discussion là-dessus, et je vous demanderai ensuite de réagir. Ce sera après les infos de Ouda Amorce, les infos dans une minute sur Lux Radio, ce sera à 19h, mais non, c'est maintenant. Voilà, je suis complètement perdu. Donc, ce sera après la pub, exactement. Voici, on écoute la pub, pardon, excusez-moi, je me perds. Profitez des intemporels de l'été chez Victoria Casal Couture. Robes, maillots, sacs, chapeaux et sandales à l'effigie Hello Kitty raviront toutes les femmes et fillettes. Couleur, légèreté et fraîcheur se côtoient et confèrent une candeur Lolita à votre nouvelle collection. Victoria Casal Couture pour un été haut en féminité au 4 avenue du Phare, Triangle d'Or, ou appelez le 0522 476 119. Tous les jours sur Lux Radio, Voyage.
On vous prend par la main. On vous emmène vers les plus belles destinations, ici et ailleurs. Partez à la conquête de nouveaux mondes et laissez-vous surprendre. Le voyage comme vous ne l'aviez jamais imaginé. Chaque jour, exclusivement sur Lux Radio. Un moment de voyage vous est offert par le Palmeraie Golf Palace. Lux Radio. Positive Way. Lux Radio, 19h, merci de nous écouter. Que s'est-il passé aujourd'hui au Maroc et dans le monde? Les infos sont présentées par Ouda Amor. Bonjour Fred et bonjour à toutes et à tous. Les pourparlers informels à la une de l'actualité nationale. Ils se poursuivent à Manhasset dans la banlieue new-yorkaise et ce jusqu'à demain. Des experts américains se sont exprimés sur le dossier du Sahara. Ils ont appelé l'Algérie et le Polisario à se soumettre au verdict de l'histoire et de la réalité sur le terrain, je cite. Le président fondateur de l'Institut américain pour la religion a déclaré que le plan marocain d'autonomie est la seule issue réaliste au conflit du Sahara. Une page économique dans ce journal, la circulation sur les réseaux autoroutiers a augmenté au premier semestre 2011 de 22% par rapport à 2010, dépassant ainsi les 14 millions de véhicules. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Société nationale des autoroutes du Maroc. Les axes autoroutiers les plus fréquentés sont ceux de Casablanca-Rabat avec 45 000 véhicules par jour, ainsi que Casablanca et Berchid Nord. En bref, le ministère des Affaires étrangères a démenti catégoriquement dans un communiqué publié aujourd'hui l'information parue sur un site israélien et reprise par une certaine presse selon laquelle Son Altesse Royale la princesse Lala Selma aurait offert un cadeau à l'ancienne ministre des Affaires étrangères israélienne, Madame Dipilevni. Dans l'actualité internationale de ce mercredi 20 juillet, Paris et Berlin tentent d'accorder leur violon pour trouver une riposte à la crise de la dette grecque, à la veille d'un sommet crucial pour la zone euro qui aura lieu demain. Le président français Nicolas Sarkozy sera à Berlin en fin d'après-midi et jusqu'à demain matin pour rencontrer la chancelière Angela Merkel et travailler à élaborer une position franco-allemande commune. Madame Merkel est pour sa part très confiante d'arriver à une position commune. Au Royaume-Uni, Rupert Murdoch a quitté le pays aujourd'hui après 11 jours dominés par le scandale des écoutes téléphoniques au sein de son tabloïd britannique News of the World. Le Premier ministre britannique répond aux questions des députés aujourd'hui. David Cameron est en posture délicate dans cette affaire et tente d'éloigner l'orage. Attaqué par l'opposition en raison de ses liens avec l'Empire Murdoch, David Cameron a tenté de faire valoir sa bonne foi. Le dernier inculpé du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été arrêté ce matin. Il s'agit de Goran Hadžić. Le TPI grec a retenu contre lui pas moins de 14 chefs d'inculpation, notamment pour crimes contre l'humanité. La justice internationale lui reproche son implication présumée dans les meurtres de centaines de civils et la déportation de dizaines de milliers de Croates et non serbes par les troupes serbes pendant la guerre de Croatie. Et enfin, les organisations humanitaires multiplient des appels à l'aide pour la Somalie, dont 2 régions du sud contrôlées par les rebelles islamistes. Elles ont été déclarées en état de famine par les Nations Unies. L'ONU parle de la plus grave crise alimentaire en Afrique depuis 20 ans et estime que près de la moitié de la population somalienne, soit plus de 3,7 millions de personnes, est désormais en situation de crise. Et enfin, en ce moment se tient à Khouribga la 14e édition du Festival du cinéma africain. Ce festival est l'une des rares fenêtres sur le cinéma du continent, malheureusement encore trop peu diffusé. À Khouribga et ce jusqu'au 23 juillet, de nombreux visiteurs peuvent apprécier cette année pas moins de 13 films en compétition venant de 9 pays différents. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain dès midi pour l'actualité en français. Sur Lux Radio, l'info essentielle. Toute la journée, l'info essentielle. Allez, je vous propose une maison à 5000 dirhams dans une minute, mais d'ici là et avant, quel temps fera-t-il près de chez vous demain jeudi? La météo avec Maha Ben Slimane. La météo vous est présentée par Zurich Assurance Maroc. Toujours là quand il le faut. Bonsoir à tous. Des bancs de brume ou du brouillard par endroits ainsi que des nuages bas sont attendus ce soir et demain matin près des côtes, notamment sur les côtes atlantiques centre et sud. Également à signaler de la bruine par moment entre Sidi Ifni et Tantan et des nuages instables dans l'après-midi sur les reliefs du Moyen Atlas, occasionnant quelques averses éparses qui se déplaceront par la suite vers le Ceysse, le Rif et le littoral méditerranéen. Mais sinon, rassurez-vous, le temps sera stable et largement ensoleillé sur le reste du pays. Côté Mercure, les températures seront en légère baisse et les minimales varieront demain matin entre 16 et 21 degrés en général. Il fera d'ailleurs 16 degrés
degrés à Tanger, 17 à Fès, 18 à Oujda et Agadir, 19 à Essaouira, Marrakech et Dakhla, 20 à El Jadida et Rabat et enfin 21 degrés à Casablanca. La météo vous a été présentée par Zurich Assurance Maroc. Parce que pour nous, vous êtes important. Jusqu'à 20h sur Lux Radio, Superflu, l'émission façon Positive Way. Lux Radio. Quelque chose de très positif qui intéressera sans doute tout le monde, la maison à 5000 dirhams. Est-ce que c'est possible? Zara Samiri, ça vous parle? Si c'est dans une caverne, j'en veux pas. Philippe de Fréteur, une maison à 5000 dirhams? Moi, je prends la version vue sur mer. Vue sur mer, c'est à 5500. José Gagnéris, vous y croyez? C'est un jouet, la maison à 5000 dirhams pour mes enfants? Non, je sais pas. Nous allons en parler justement. Vous connaissez peut-être ce célèbre entrepreneur indien, Tata, qui a fait la fameuse Tata Mobile, la Tata Nano, la petite voiture, etc. Maintenant, il propose au monde entier une maison à 500 €, à 5000 dirhams environ. Écoutez. On écoute Tata. Tata est un génie. Tata a fait la voiture la moins chère au monde. Tata a fait la maison la moins chère au monde. Mais Tata, socialement, il fait un peu n'importe quoi. Je vous rappelle que si la Tata Mobile, la Tata Nano, a fait un flop au début, c'est parce qu'il n'a pas réussi à construire son usine. Et il n'a pas réussi à construire son usine parce qu'il avait de graves problèmes sociaux avec ses employés. Donc finalement, Tata au profit des pauvres, mais Tata exploite-t-il les pauvres? La question est posée par Cédric Ralfi ce matin dans les matins Lux entre 7h et 9h sur Lux Radio. Tata exploite-t-il les pauvres? Tata se fait-il de la pub un petit peu sur le dos des gens? Parce que cette maison, 5000 dirhams, d'après ce que j'ai compris, elle fait environ 20 mètres carrés, donc ce serait plutôt un abri de jardin ou je ne sais pas, ou une cabane, effectivement. Vous parliez, Jean Zagagnéris, d'une maison pour vos enfants, c'est peut-être ça, mais là pour le coup ça fait cher pour les enfants. Oui, voilà, non, parce que toute la question du prix, enfin, en économie, il y a aussi la question de la valeur, quoi. À un moment, il y a certaines choses qui peuvent pas être en dessous d'une certaine valeur, à moins effectivement d'être soit de très bas de gamme, soit, bien sûr qu'on peut peut-être trouver des maisons à 5000 dirhams, mais est-ce que ça correspond à la dignité des individus qui vont l'habiter? Moi, je crois pas. Est-ce que les projets de Tata, d'une manière générale, correspondent à la dignité humaine, parce qu'on sait qu'il a beaucoup de problèmes sociaux avec ses employés, avec ses usines. Vous avez déjà entendu parler de lui, j'imagine? Par Cédric Ralfi? Pas uniquement. Zara Samiri, vous avez un avis, une opinion là-dessus? Vous avez déjà entendu parler de la Tata Mobile? Oui, je connais. Je pense que Tata devient un peu gaga. Pour proposer une maison à 5000 dirhams, j'aimerais bien le voir. C'est pas mal, c'est une jolie formule, effectivement. Philippe de Fréteur. Bien, je me méfie aussi, je pense que je demande à voir. Cela dit, je pense que ça illustre une démarche qui, si pour Tata c'est un peu une opération de communication, ça pose une question plus générale de l'accession au logement et à la propriété pour les gens les plus pauvres. Et cette question-là mérite d'être posée dans un sens ou dans un autre. Et pas forcément par l'humour, voilà. Voilà, après l'avoir posé, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir y répondre. Et lui, sa réponse, sa maison à 20 mètres carrés n'est peut-être pas la bonne réponse, justement. Quelle pourrait-elle être cette bonne réponse? Est-ce qu'il faut attendre des pouvoirs publics? Est-ce qu'il faut attendre d'institutions privées? Vous qui travaillez pour un grand groupe privé, quel est votre regard là-dessus? Je pense que il y a deux types d'acteurs. Je pense que les pouvoirs publics, bien sûr, ont un rôle majeur à jouer. Ça, c'est évident. Sans doute en permettant l'accès soit au crédit, soit à des logements sociaux à loyer très abordable. Je pense que d'ailleurs au Maroc, lorsqu'on parle de logement social, c'est une démarche qui a été maintenant bien engagée et qui doit se poursuivre. Il y a un programme avec Al-Omran qui est en route, notamment. Maintenant, dans le domaine des acteurs privés, notre groupe est présent dans l'immobilier avec des projets phares plutôt dans le domaine commercial, avec le Morocco Mall qui ouvrira bientôt sur la Corniche à Casablanca. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions d'aller plus loin dans le domaine résidentiel. Maintenant, ce sont des projets aujourd'hui qui sont juste à l'état de réflexion. Voilà. Jean Zagagnéris? Oui, moi je vous rejoins. Je crois beaucoup, de par les travaux que j'ai fait en philosophie, notamment sur John Rawls et les libertariens de gauche, en une juste redistribution des richesses. Autant, à un moment, oui, l'État, les acteurs privés ont des responsabilités comment? À un moment, il y a peut-être des choses qui méritent d'être redistribuées pour le bien commun du pays. Moi, je crois beaucoup en ça. Si je résume la maison abordable, accessible, tout le monde en rêve, tout le monde, même beaucoup de gens en ont besoin. Les projets de cet entrepreneur
entrepreneurs sont pas forcément très très crédibles. On a un petit peu de mal à y croire tels qu'ils sont présentés pour l'heure. Nous continuons à parler de mode et de photographie dans Superflu jusqu'à 20h sur Lux Radio. Mais tout de suite, je voudrais accueillir notre musicien résident de la semaine, Nino Mécoire. Bonsoir. Bonsoir Fred. Comment allez-vous depuis hier? Ça va très bien. Ça va très bien. Très bien. On vous entend d'ailleurs depuis ce matin avec votre guitare. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter maintenant? Un morceau live, c'est une composition, c'est une reprise, une improvisation peut-être même? C'est un peu une improvisation sur un thème flamenco, une rumba flamenca. Une rumba flamenca, voilà. Et qui vous donne l'improvisation vient de ce qu'on s'est dit, de l'ambiance qu'il y a ici, de votre état d'esprit, de quoi? J'avoue que c'était un peu, le thème était un peu préparé, mais oui, évidemment, il y a un peu d'inspiration par rapport au plateau, ouais. Nino Mécoire, prenez votre guitare. Je vous rappelle que Nino Mécoire prépare un album qui sortira après le mois de Ramadan, donc à la rentrée début septembre. Nous aurons l'occasion bien sûr d'en reparler sur Lux Radio. Nino Mécoire est un excellent guitariste. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'entendre sur Lux Radio depuis le début de la semaine, voici une très belle occasion. Nino Mécoire en live. Mécoire live avec sa guitare à l'instant sur Lux Radio, bravo, merci beaucoup. Merci. Ah non, c'est très très beau, très dynamique. J'essaie de faire ça pour un peu changer. D'habitude c'est des petites balades riches en arpèges, un peu calme dans l'esprit là de la radio. Ouais. Mais là j'ai voulu faire quelque chose de plus dynamique. Ah mais c'était entraînant, moi au moment où vous avez arrêté, j'étais dedans, j'avais envie que ça continue même presque. On arrête l'émission, on fait un concert, allez c'est parti. Allez. Merci Nino, en quelques mots pour rappeler à celles et ceux qui ne nous écoutent pas depuis le début de la semaine, ils ont tort, mais votre univers musical, c'est le flamenco, c'est le jazz et le smooth jazz aussi précisément. Jazz aussi. Ouais, on en a parlé hier, donc beaucoup de flamenco moderne, smooth jazz, et tout ça va être présent dans mon album, donc j'en profite de faire un peu de promo. Bah bien sûr, vous êtes là pour ça aussi, qui sort là pour vous soutenir. Ouais, dans la rentrée en septembre, c'est un album qui contient 11 titres, qui va être en vente un peu partout, et donc ça jongle entre le flamenco, le jazz, les musiques du monde, et c'est un album instrumental. C'est un album entièrement instrumental, hein, avec vous, votre guitare et quelques amis musiciens, de bons musiciens, de grands musiciens d'ailleurs. Ça fait, on avait un peu la chair de poule à l'écouter, à l'entendre. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé les uns les autres autour de cette table? C'est agréable d'entendre la musique comme ça. Oui, c'est très agréable. Hein. Zara Samiri. Je comprends qu'il puisse faire tomber les filles. C'est facile, avec sa guitare. Ah, les guitaristes. C'est souvent le cas. Merci beaucoup Nino Mécoire. On vous retrouve un petit peu avant 20h pour un second morceau. Cette fois-ci, ce sera encore une impro. Ce sera quoi? Vous savez pas. On verra d'ici là. Oui. Le temps de préparer, d'y réfléchir. Très bien. Exactement. Merci Nino Mécoire. À tout à l'heure. Je voudrais revenir au travail de Zara Samiri, au travail photographique. Nous parlions tout à l'heure de l'organisation de tout cela. Comment choisir les gens. Je reviens à ce web documentaire. Dans la Ville Blanche, il y a combien de portraits pendant 5, 6 6, je pense. 6. Est-ce qu'il est terminé ce web documentaire? Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? D'autres portraits, je veux dire? Ou est-ce qu'on peut imaginer, envisager, puisque là il s'agit de Casablanca, qu'il s'exporte? Est-ce que vous parliez de Paris tout à l'heure? Est-ce que vous pourriez faire la même chose à Paris ou dans une autre ville du Maroc? Il n'est pas encore terminé. Je pense que moi je l'avais réalisé pour qu'il soit
exportable dans d'autres villes ou carrément dans d'autres pays. Et là actuellement, je n'ai pas d'autres portraits en vue. Je suis plutôt à la recherche d'aide au financement pour réaliser le site web à part entière dans la Ville Blanche. Et là, je suis un peu en vacances. Je me repose un peu. J'ai une année assez chargée, donc. Mais je perds pas en vue. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis toujours un peu à l'affût. Et... Alors allons-y justement, parce qu'il faut en parler de ça aussi, du côté économique de la chose, parce que l'air de rien, c'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup d'énergie, donc c'est du matériel photographique, du matériel sonore. Moi, travaillant en radio, j'étais particulièrement frappé par la qualité du son de ce qu'on peut entendre dans ce que vous faites dans ce web docu, La Ville Blanche. De quoi est-ce que vous avez besoin concrètement et qui est-ce qui peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin finalement d'un partenaire qui soit un petit peu mécène, et qui vous laisse votre liberté évidemment? Oui, c'est ça. Moi, j'ai besoin de... Pas quelqu'un qui dise j'aime votre concept, faudrait que tu ailles me faire ça et machin. Et, là, on a une opération commerciale le week-end prochain. Si tu peux me faire le même truc avec les hôtesses, voilà, ça marcherait pas forcément. Philippe de Freiteur, d'ailleurs, votre groupe, est-ce que vous pouvez être amené à faire du mécénat ou à soutenir des artistes? Oui, parce que dans nos marques, on a la chance d'accueillir pour la première fois au Maroc la FNAC. Et la FNAC est certainement l'enseigne, à la fois une enseigne de distribution qui est là bien sûr pour faire du commerce, mais qui a dans ses gènes une vocation culturelle très forte. Et donc je souhaite qu'on prenne rendez-vous même dès maintenant pour organiser une rencontre, parce que votre travail vraiment pourrait s'exprimer magnifiquement, je pense, dans notre magasin qui sera au Morocco Mall, parce qu'il y aura un espace en fait pour. Il y aura un espace dédié à l'art, à la culture. Oui. Ah, ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout en faisant ses courses, on peut finalement enrichir son esprit, comme je disais tout à l'heure, et apprendre des choses. Oui, c'est un des éléments forts du concept de la FNAC, c'est d'accueillir régulièrement, en fait toutes les semaines, un artiste différent, que ça soit dans le domaine musical, dans le domaine littéraire, et en toile de fond aussi de présenter des expositions. Et souvent la photo la FNAC, l'histoire de la FNAC, c'est l'histoire de deux passionnés de la photo, et c'est toujours resté dans les gènes de la FNAC. Voilà. C'est vrai que la FNAC a démarré avec ça, avec le matériel photographique, et a une vraie et belle et longue histoire depuis le milieu des années 50 avec la photo. Zahra Samiri, vous voyez, ce qui est fantastique avec cette émission, et je le dis régulièrement, et Nino Mécoire peut même en témoigner, je crois que tous les soirs il y a des cartes de visite qui s'échangent, il y a des gens qui vont se revoir, et qui c'est bien, c'est un peu notre rôle, et d'aider les gens à avancer comme ça dans leurs objectifs, dans leur travail. D'ailleurs je dis travail, mais est-ce que c'est du travail ce que vous faites? Est-ce que vous le prenez pour du travail, Zahra Samiri? Je ne sais plus qui avait dit que quand le travail devient un plaisir, on le fait vraiment sans compter. Et moi, mon travail, c'est vraiment un plaisir, c'est une passion. Donc, c'est moi qui dis ça. C'est vrai, non. C'est moi qui avait dit ça. Je ne me rappelle plus de la phrase en plus. Est-ce que quelqu'un... Non, la phrase exacte. Mais je vous propose, moi, d'écouter. Alors là, finalement, c'est encore mieux que des philosophes, des enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent du travail? On va demander régulièrement à des enfants ce qu'ils pensent de différentes choses. Et là, à Lux Radio, on leur a demandé ce qu'ils pensaient et ce qui était pour eux le bon travail. Qu'est-ce que le bon travail? La réponse. Le travail, c'est les gens, comme on doit partir dans des endroits pour avoir de l'argent et que les grands font. C'est ça le travail. Ensuite, elle part à sa maison et ma maîtresse, elle passait toujours cette nuit. Le bon travail, c'est quelque chose comme on fait très très bien le travail. C'est ça du bon travail. C'est pas bien de faire le mauvais travail. C'est beau, hein? C'est pas bien de faire le mauvais travail. De grands philosophes en herbe. Oui, c'est ce que je me dis. La spontanéité, le vrai finalement des enfants. Le premier qui vous dit le travail, c'est pour aller trouver de l'argent. Enfin, c'est rare de trouver un adulte qui travaille pour l'argent et qui peut vous dire moi je travaille pour l'argent. Si c'est son cas en tout cas. Mais je crois, je connais pas les chiffres par cœur, mais je crois qu'il y a des études qui disent et qui prouvent que plus de 70% de la population mondiale va travailler effectivement dans le but
unique, exclusif de gagner de l'argent, parce que même si c'est le cas de tout le monde, certains, c'est notre cas ici, quand on fait de la radio, et sans doute pour des musiciens, pour des artistes, certains sont heureux de faire leur travail, sont heureux d'y aller le dimanche soir, se disent oui, demain je retourne, alors que malheureusement la plupart des gens c'est pas forcément le cas. Voilà. Jean Zaganieris, je pense que vous devez en connaître un rayon là-dessus justement avec ce que vous faites. Le travail, obligation ou plaisir? Disons, on peut séparer la racine, je crois, la racine latine de travail, c'est torturer. Donc travail, torture, enfin il y a toutes ces origines de la chute, l'homme condamné, c'est-à-dire à travailler, donc à souffrir, et peut-être dissocier ce qu'on peut appeler justement travail et toute sa pénibilité, et malheureusement ça existe, de ce qu'on peut appeler une activité. Une activité qui peut être là et autre chose justement que du travail. Avec l'activité, c'est peut-être quelque chose qui, les deux peuvent être combinés. Ça peut être un métier et une activité, et qui donne finalement un sens à sa vie. C'est-à-dire à un moment on se lève, il y a une activité qui nous plaît. Ça peut être la photo, ça peut peut-être être la com, la musique, l'enseignement. Enfin, chacun à un moment. Quand on a la chance de faire l'activité qu'on a choisie, qui nous plaît, qu'on s'est formé pour, qu'on a travaillé dur pour, oui, ça peut être très très intéressant le monde du travail. Mais je retiens le terme de chance. Je pense qu'effectivement c'est une chance à l'heure actuelle et dans le monde qui nous entoure. Jean Zaganieris parlait de racines, parlait de torture. Lorsqu'on crée, est-ce que parfois on n'est pas un petit peu torturé? Est-ce que c'est pas un petit peu dur de réussir à accoucher d'un projet, Zara Samiri? Je pense que c'est oui, il faut être torturé intérieurement pour pouvoir produire sans cesse, et puis oui, c'est assez difficile. Je pense que c'est aussi douloureux que d'enfanter quelque part. À ce point-là, et ça peut parfois prendre autant, voire plus de temps. Mais est-ce que oui. Jean Zaganieris? Mais est-ce que effectivement il y a la difficulté d'enfanter, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui sort et qui soulage? D'ailleurs, la métaphore de l'enfantement peut lier les deux, douleur, mais il y a effectivement bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, certains parlaient de leur art comme d'une sorte, je pense à des écrits de Francis Bacon, comme une sorte d'exorcisme à un moment, quelque chose qui doit sortir et qui quelque part on la couche dans la douleur, mais qui ne peut pas rester non plus intérieur? Oui, je pense que ça rejoint ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a une douleur extrême, et puis à un moment donné ça sort, et oui, c'est un peu ça, oui. Francis Bacon, il était bien torturé lui quand même. C'était une douleur qu'il exprimait et qui ressortait pleinement. Philippe de Freiteur. Moi, j'aimerais rebondir avec un œil économique. C'est-à-dire que pour moi, je pense que le travail est aussi une des premières formes de liberté, parce que quand on se place au Maroc, par exemple, où il y a autant de jeunes qui cherchent du travail, par exemple, qui a un vrai déficit parfois de formation, sans doute le travail est le premier job, c'est le premier salaire, et c'est important dans la vie, c'est la première étape. Alors à cet égard, on parlait de mon groupe, le groupe Axal en fait a mis en place l'Axal Academy, et c'est une démarche citoyenne qu'on a voulu adopter parce que nos métiers de la distribution sont des métiers qui n'ont pas l'habitude d'être forcément bien encadrés, bien connus sous un angle pédagogique, alors qu'en fait c'est des métiers très professionnels qui nécessitent une vraie formation. Et nous, on veut donner cette chance pour le Morocomol, on va employer près de 5000 personnes, et on part de là. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est par le travail, par une formation, qu'on donne une chance. Alors bien sûr, en retour, on attend que les futurs salariés, les futurs membres de ces belles marques soient au niveau, mais je pense que c'est d'abord une chance. Jean Zaganieris? Oui, je vous rejoins complètement. Je vais peut-être préciser ma pensée au niveau de la pénibilité. Bien évidemment qu'un jeune qui est dans la rue, qui ne fait rien, c'est terrible. C'est-à-dire ça, c'est pur gâchis. C'est-à-dire quelqu'un qui est là à tenir le mur avec son dos, ne rien faire, et non. Mais quand je parlais à un moment, ça évite déjà que le mur tombe, c'est pas mal. Oui, non, mais il sera mieux justement. Non, mais il sera mieux plutôt qu'être peut-être dans la rue à rien faire, peut-être à suivre une formation, à être responsabilisé, à faire un métier, quel que soit l'échelon duquel il démarrera, il sera mieux peut-être là que dans la rue. Moi, quand je parle de pénibilité et de souffrance du travail, on sait très bien, parfois dans une régulation ultralibérale complètement sauvage, on sait très bien que certains emplois où il n'y a justement aucune formation, aucun contrôle, aucune dignité dans celui qui travaille, on n'est pas loin de l'esclavage. Je pense à des gens qui font des choses dangereuses, on sait que ça existe dans le monde du travail, d'où on revient toujours à la question de la régulation et de la dignité de la personne. Parfois le travail peut être un véritable enfer, une véritable souffrance. Enfin, il y a tout le cinéma de Ken Loach et autres qui ont montré ça. Qu'il montre bien. Philippe de Freiteur, je suis intéressé par cette idée d'académie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel va être le fonctionnement, ou quel est déjà le fonctionnement précis?
Alors en fait l'Axal Academy c'est un mécanisme en fait de formation que notre groupe Axal a mis en place qui vise en fait à recruter et à former tous les futurs salariés des marques du groupe Axal, avec bien sûr les Galeries Lafayette. Pour vous donner quelques chiffres, les Galeries Lafayette vont avoir près de 400 collaborateurs et en fait ces 400 pour la plupart seront des nouvelles recrues. Et 400 collaborateurs sur combien de métiers différents? On a les métiers de la vente qui sont les métiers les dominants dans nos activités de distribution, mais on a aussi des métiers du marketing, des métiers de la logistique, des métiers de la construction de magasins. C'est très diversifié et on a en fait des partenariats avec des écoles de formation et de gestion qui nous accompagnent et qui délivrent en fait à l'issue de la première phase de formation une sorte de certificat en fait professionnel qui atteste en fait de critères, d'aptitude en fait aux métiers sur lesquels on souhaite positionner ses futurs salariés. C'est une démarche de long terme parce qu'on les forme, c'est un investissement pour le groupe. Oui, parce que c'est vous qui payez pour cette formation, qu'on soit clair. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et le but évidemment est après de les garder, pas qu'ils partent chez le concurrent le lendemain, j'imagine. Exactement. Ce qui est aussi intéressant parce que c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on regrette souvent, le turnover dans le commerce, dans les boutiques, en termes d'accueil, en termes de qualité de service, il n'y a rien de pire que le turnover. Donc si vous réussissez à bien former et à fidéliser et à garder votre personnel, votre clientèle n'en sera, et votre chiffre d'affaires, que plus heureuse, j'imagine. Je pense pour lutter contre ça, la meilleure chose, c'est de donner des perspectives. Et en fait, qu'on soit vendeur dans un magasin, magasinier ou directeur de magasin, ce qui est important, c'est les perspectives. Et c'est ce que notre groupe souhaite mettre en avant. Voilà. D'où l'intelligence, effectivement, l'intelligence des dirigeants, une intelligence comportementale, relationnelle, une intelligence managériale quelque part, qui justement ça peut s'inscrire justement, des bons dirigeants peuvent redonner une dignité au travail et faire que justement c'est le bien commun de l'entreprise là qui est en jeu. Si vous fidélisez effectivement des salariés qui aiment être dans leur entreprise, ils la feront prospérer beaucoup mieux que des turnovers qui sont bien souvent incarnés par ce qu'on appelle les mercenaires, ce que Machiavel appelait déjà les mercenaires à l'époque. Les mercenaires du commerce. Non, mais c'est tout à fait. Enfin, de la guerre à l'époque, c'était les mercenaires de la guerre, mais c'est de la même logique. Je vous propose de revenir à l'actualité du jour. Vous avez sans doute entendu parler depuis hier de la demande de fermeture par la ministre de la Santé, Madame Yasmina Badou, de 13 cliniques au Maroc, car elles ne correspondent pas à différentes exigences indispensables pour pouvoir délivrer des soins dans de bonnes conditions, dans des conditions de sécurité justement. Je vous propose d'écouter un extrait des Matins Luxe et d'en parler juste après. Voilà, on en discute, ça fait débat. D'ailleurs, c'était le thème de votre débat hier avec ou sans parure avec Rachid Hallaoui. Rachid qui recevait, entre autres, quelqu'un qui n'est pas content, Farouk L'Iraqi, qui est médecin du syndicat des médecins libéraux et qui n'est pas content. Ils disent: Madame Badou n'a pas respecté la procédure. Gabriel Banon, est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Non, mais avant de parler de la procédure, il y a une question qui se pose. Est-ce que, sur le fond, elle a raison? Est-ce que, effectivement, ces cliniques ne sont pas aux normes ou sont dangereuses? Alors après, nous parlerons de la procédure. Ça, c'est de la chicaya. Mais le fond est qu'il est de notoriété publique que certaines cliniques font honte à la profession. Et je trouve que la profession elle-même devrait faire le ménage. Un mot nouveau enseigné par Gabriel Banon ce soir, de la chicaya. Est-ce que c'est de la chicaya, Zara Samiri, lorsque vous avez un problème de santé? Est-ce que vous êtes rassuré de savoir que la ministre de la Santé veille au grain et ferme les cliniques qui posent peut-être problème? Mais pourquoi les fermer? Pourquoi ne pas les aménager justement et les améliorer au lieu de 13 cliniques? C'est beaucoup. Déjà, nos cliniques ne sont pas très accueillantes. Alors si on en ferme... Non, ça m'inquiète. Je pense qu'il faut que je fasse attention à ma santé dorénavant. Non, mais apparemment, il s'agissait de 13 qui vraiment dépassaient les bornes. Dépasser les bornes, dans quel sens? Qui ne garantissait pas suffisamment de conditions de sécurité sanitaire et autres. Parce qu'il manquait l'argent justement pour améliorer les conditions sanitaires d'accueil, améliorer les conditions de vie des médecins. Et puis je pense que c'est une solution un peu radicale à mon avis. Un petit peu violente comme ça, vous pensez? Oui. Donc chicaya, comme disait... C'est mignon ça, chicaya. C'est Gabriel Banon. Philippe de Préteur.
Je pense que la santé, c'est un univers très sensible et que moi, je suis plutôt pour un contrôle assez strict de la part des pouvoirs publics sur le niveau de qualité. Parce que souvent, c'est aussi du business. Et si le business l'emporte sur la qualité des soins, il faut intervenir. Ben c'est ça, c'est parce que là, en l'occurrence, on parle bien de cliniques privées et pas d'hôpitaux publics. Hein. Donc, il y a effectivement du business qu'on peut pas forcément reprocher aux médecins, aux entreprises qui font cela. Mais il faut quand même rester vigilant et les encadrer, Jean Zaganiris. Oui, tout à fait. Là, je rejoins complètement ce qui a été dit. La question de la santé est une responsabilité de l'État. Historiquement, on sait très bien qu'il y avait le modèle Bismarck, le modèle Beveridge, et on sait très bien que finalement l'État social s'est construit entre autres en prenant en charge la santé de ses citoyens. Ça, c'est une responsabilité qui est importante. On est dans un contexte effectivement où on nous parle là depuis avec la nouvelle constitution, les droits sociaux, etc. Ben ça passe à un moment, n'importe quel citoyen avec des revenus modestes, à un moment, n'a pas à économiser de l'argent et peut-être à cracher du sang, etc. en attendant que ça passe, mais allez se faire soigner dans des conditions dignes de ce nom. Le mot dignité est un mot qui revient beaucoup en 2011 et là il faut effectivement mettre ça en pratique. Ça ne peut pas être que des mots, la dignité, c'est aussi des pratiques sociales derrière lesquelles effectivement l'État a une responsabilité importante, y compris dans le service, enfin surtout dans le service public, je dirais, pour éviter effectivement qu'à un moment la santé devienne une marchandise, ce qui serait la pire des choses pour les citoyens. C'est le cas dans des pays comme les États-Unis, hein. On entend souvent dire que là-bas, lorsque vous arrivez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est pas votre carte de santé, mais votre carte bancaire. Hein. Mais c'est scandaleux, c'est purement scandaleux à mon sens. Ça peut faire un petit peu peur. On a entendu aussi dans un genre un petit peu différent, mais pas tant que ça, il y a quelques jours, d'un projet éventuellement de faire payer les interventions des pompiers. Ça, c'est pas mal aussi, j'ai trouvé. Oui. Bon, a priori, ils demandent de payer après, c'est déjà pas mal. Il faut qu'on repense. Non, il faut qu'on repense qu'est-ce que c'est une cité, qu'est-ce que c'est une nation, qu'est-ce que c'est la responsabilité des uns et des autres aussi. Voilà. Quelles sont les bases fondamentales, ne pas les oublier, les rétablir, voire même peut-être parfois, c'est ça. Oui, un État n'est pas une jungle, un État, même des gens libéraux, moi j'ai beaucoup travaillé sur Isaiah Berlin, sur justement la pensée libérale, et comment la pensée de ces intellectuels libéraux, à un moment, pense que le laisser-faire dans le domaine économique est néfaste pour le bien de la société, et le laisser-faire, l'ultra laisser-faire dans une société est néfaste, y compris pour l'essor économique dans sa conception libérale. Donc l'État doit intervenir pour réguler. L'État ou l'État ou des opérateurs, où il y a une régulation, où à un moment il y a une responsabilité des entreprises, il y a une responsabilité du privé. C'est-à-dire l'idée de responsabilité fait partie de toute façon du bien commun de la société et de ce qu'on appelle la citoyenneté. À propos de santé et de responsabilité, Philippe de Freiteur, dans un centre commercial immense comme le Morocco Mall, je crois que ça va être un des plus grands d'Afrique, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce qu'on prévoit justement des pompiers, j'imagine évidemment, qui sont tout le temps sur place. Il y a des centres, comment dire, il y a des postes d'infirmerie au cas où quelqu'un, je sais pas moi, tombe dans les pommes en voyant le prix des vêtements ou... Non, on tombera pas dans les pommes en voyant le prix des vêtements parce qu'il y aura des vêtements à tous les prix, notamment au Galeries Lafayette qui propose une mode accessible. Mais pour parler de la sécurité, oui, en fait, c'est des coulisses. C'est un élément important pour vous, j'imagine, parce que ça, on le verra pas forcément, mais je suis persuadé que ça doit exister. Ouais, c'est des coulisses. Enfin, c'est d'abord dans la construction même du projet, tout est pensé en ce sens, c'est-à-dire gérer des espaces qui accueillent un public très important, puisqu'on prévoit 14 millions de visiteurs par an, ce qui représente à peu près 40 000 par jour. Wow. C'est une moyenne, donc ça veut dire que les week-ends, ça pourrait monter au double. Et donc, le projet même est construit comme ça, dans les voies de circulation, dans les voies de sécurité, dans l'accès des pompiers, dans les parkings, etc. Et ensuite, dans les coulisses, il y a énormément d'acteurs qui sont là, des équipes de sécurité bien sûr. Donc on travaille avec les pouvoirs publics en très forte relation pour prévoir tout ça. Et on l'espère, tout sera sous contrôle bien sûr. Donc le centre commercial doit ouvrir fin octobre. Oui. Ça va ouvrir fin octobre, tout est prêt ou ça en est? Parce que quand on passe devant, je sais pas, si on va d'Arboisa par exemple et qu'on passe devant ces jours-ci, de l'extérieur on se dit mais c'est pas prêt, c'est pas fini leur truc. Mais bon, évidemment c'est de l'extérieur, à l'intérieur je pense que c'est beaucoup plus avancé. C'est bien sûr beaucoup plus avancé puisqu'on a énormément d'enseignes, il y en a plus de 200 qui sont en train d'avancer dans leurs travaux, pour certaines qui ont déjà terminé. Et certaines enseignes prennent un peu plus de temps parce qu'elles sont plus grandes, en termes de surface ou plus complexes. Et aujourd'hui, on est en termes commercial à l'intérieur du mall pour tout ce qui est shopping et loisirs, on est très bien avancé et on fera tout, on travaille très dur pour tenir cette date et être au rendez-vous. Est-ce que je dois en déduire que vous ne pouvez pas partir en vacances là cette année?
C'est un peu le cas. Ça ne m'étonne pas. Alors je vais me tourner vers Zara Samiri. Vous nous disiez, vous, tout à l'heure, être un petit peu en vacances. Vous allez en profiter pour bouger, pour voyager, ou au contraire, c'est relaxer et rester tranquillement chez vous? Non, je pense que je vais rester sur Casablanca et puis souffler un petit peu, parce que j'ai vu depuis mon retour, je n'ai pas arrêté de courir un peu partout. Et je pense qu'il est nécessaire que je me pose, que je me rende compte que je suis bien à Casablanca, parce que depuis mon retour, j'ai encore mon esprit qui est ailleurs. Et... Vous n'avez pas fini d'atterrir? Non, pas encore. J'ai pas envie. Moi, je voudrais savoir ce que vous allez faire pendant vos vacances d'un point de vue culturel. Est-ce que vraiment les vacances sont vraiment différentes du reste de l'année? Est-ce que vous reprenez quelques livres? Est-ce que vous allez dans une librairie, au Carrefour des livres ou ailleurs, chercher quelques bouquins? Est-ce qu'il y a une musique différente qu'on écoute en vacances? Comment est-ce qu'on se positionne culturellement pendant les vacances, quand on est déjà dans le monde et dans le système artistique soi-même? En fait, moi, je ne prends pas de vacances parce que moi, prendre de vacances, ça me rend un peu malade quelque part, parce que je me sens oisive. Ouais. J'arrive pas trop à lâcher un peu la pression. Mais justement, si vous allez voir des concerts, des expositions, oui, flâner, tout ça. Voir des films, voilà, par exemple. Moi, je préfère regarder les films chez moi. Je suis un peu bavarde quand je regarde un film. C'est vrai? Oui. Ah oui, alors ça, c'est insupportable. Les gens qui commentent. Mais quand on est tout seul, ça va, c'est pas gênant quand on est seul. Non, flâner et puis penser à d'autres projets. J'ai besoin de bouger tout le temps, de penser, de réfléchir, de pas m'arrêter au fait. La vie est courte et il faut en profiter un maximum. Est-ce que les arts et la culture vous inspirent dans votre travail de tous les jours, ou au contraire vous essayez de cloisonner pour ne pas être, pour que ça n'interfère pas? Ah si, moi j'aime bien regarder ce qui se fait dans le milieu de l'artistique, culturel, les photographes, les designers, les architectes. Moi j'aime bien regarder ce qui se fait autour, et puis c'est une source d'inspiration quelque part, et puis on s'alimente, et puis vraiment c'est intéressant de regarder ce qui se fait autour de soi. Alors Philippe de Freiteur, vous ne partez pas en vacances cet été parce que vous avez un grand centre commercial à ouvrir à la rentrée, mais ça vous est déjà arrivé et ça vous arrivera sans doute bientôt à nouveau, je vous le souhaite en tout cas. Qu'est-ce que vous emmenez dans votre valise de culturel, vous? Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous préparez par exemple vos lieux de villégiature en fonction de l'histoire, de la culture, de ce que vous pouvez trouver là-bas sur place? Est-ce que vous emmenez des bouquins, je disais tout à l'heure par exemple, que vous n'avez pas pu lire pendant l'année? Comment vous organisez vos vacances d'un point de vue culturel? Je fais un peu des deux. J'aime beaucoup les cartes géographiques. Donc ça, j'aime prendre le temps d'étudier les cartes des lieux dans lesquels je me rends. Et deuxièmement, j'aime faire quelque chose qui est complètement en rupture avec l'endroit où je vais. Et par exemple, pour les dernières vacances que j'ai pu passer, j'aime beaucoup les Rolling Stones, et donc j'avais emporté les derniers livres qui étaient sortis et la dernière autobiographie de Keith Richards, qui m'a transporté dans les années 60, 70, 80. Et ça m'a beaucoup détendu. Voilà. Alors ce que je voudrais relever c'est les derniers livres parus sur les Rolling Stones. Donc c'était carrément une étude. Ouais, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un livre d'un journaliste français qui s'appelle Bon, je crois, qui avait sorti une biographie une biographie sur le groupe les Rolling Stones, que j'avais lu, qui était bien. Mais j'ai bien aimé l'approche autobiographique de Keith Richards, parce que quand on voit le personnage de Keith Richards qui est un petit peu déjanté, on a envie de savoir comment il a vécu cette période-là, un peu avec son œil de folie. Voilà. Quand on lit des livres sur les Rolling Stones, est-ce qu'en même temps on met ses écouteurs et qu'on écoute les Rolling Stones? Ah, exactement. C'est interactif. Il faut le faire parce que chaque chanson a une histoire. Et donc en fait, parfois des chansons ce qu'ils expliquent, c'est que parfois il y a des chansons qui sont vraiment recherchées, ils ont travaillé, ils ont cherché l'inspiration. Et parfois, au contraire, ça vient tout seul. Par exemple, Satisfaction, ils l'ont sorti en 5 minutes. Et donc c'est ça qui est amusant. Voilà. Finalement, c'est fascinant, parce que à vous entendre, ce que vous faites vous pendant vos vacances, c'est ce que nous faisons tous les soirs dans cette émission, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la création artistique et de comprendre le travail de l'artiste. Jean Zaganieris, vous partez en vacances? Non, moi je vais être comme notre ami. Vous n'ouvrez pas de centre commercial à la rentrée, Jean? Non, mais je suis sur une recherche. En fait, je travaille sur la question des gender studies au Maroc. Oui. Ça passe par beaucoup de lectures, et l'été c'est très bien pour un enseignant, c'est très bien. L'été c'est très bien pour lire, pour écrire, essayer de
essayer de publier. Mais par contre, si, j'ai quand même quelques petites choses de détente. Alors racontez-nous. Ah bah le football qui va reprendre, parce que comme moi je passe ma vie dans les livres justement, les cours, vous savez que préparer un cours, c'est à un moment prendre une dizaine de donc de c'est livres, l'inverse en fait. Donc moi c'est l'inverse, c'est-à-dire à un moment ma détente, c'est peut-être laisser un peu les livres de côté et devenir justement quelqu'un être dans l'ordinarité. Moi je supporte le FUS de Rabat depuis quelques années, donc au mois d'août commencer à retourner au stade. Là il y a le Raja et le Mas qui ont joué, donc c'est le football. Et puis après c'est jouer avec mes enfants, sortir, aller se balader, consacrer du temps aux enfants, à la famille, c'est important. Mais malgré tout, vous nous avez parlé de votre recherche sur les gender studies, donc là il y aura quand même une part Non, de boulot l'été, c'est-à-dire c'est même une discipline, c'est un moment se lever à 6h30, à 8h être au bureau, commencer la lecture, après il y a quelques autres occupations, des réunions, des encadrements, des choses comme ça. Vous me parlez de vacances là? Oui, non, je parle d'interruption de cours. C'est ça. Mais les vacances, non, j'en prendrai, je pense à l'Aïd, non, après le Ramadan. Ouais. Après le Ramadan, je pense prendre quelques jours. Avant la rentrée en fait, on va dire quelques jours début septembre, mais vraiment les jours de l'Aïd. Mais après, comme je vous dis, à un moment, moi je peux pas me détacher de mon métier d'enseignant. C'est-à-dire, il y a une continuité, il y a ce qu'on appelle l'interruption des cours, voilà. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est le terme exact. C'est le terme proche que congé finalement. Ouais. Mais après, il faut se discipliner quand on n'a pas de cours pour lire un maximum. C'est important. Ne pas arrêter la mécanique finalement, sinon on perd. C'est un petit peu comme les sportifs qui n'arrêtent jamais l'entraînement. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un petit peu ça. J'aimerais avec Zara Samiri qu'on parle un petit peu de votre site internet, zarasamiri.com. On y trouve le documentaire, le web documentaire dont nous parlions dans la Ville Blanche. On y trouve également Exil. On y trouve différents d'autres travaux, d'autres projets que vous avez vu, votre travail que vous souhaitez exposer. Quelle est la démarche exacte derrière tout cela? C'est pas, moi j'ai souvent rencontré des photographes qui me disent oui, mais mettre mes photos sur le net c'est pas toujours facile, c'est pas forcément bien perçu, ou alors d'autres vont avoir peur qu'on leur vole, enfin je sais pas, il y a plein de choses. Vous êtes vraiment dans le partage et vous utilisez internet pour ça en fait, si je comprends bien. Si on me vole mon travail, c'est un compliment, hein, mais non, moi en plus les photos sont en petit format, je pense pas que ça puisse être volé, et puis ça sert à rien de faire un travail et de le garder pour soi. Il faut partager, il faut avoir aussi des critiques, que ça soit négatives ou positives, pour avancer justement, parce que sinon on reste cloisonné dans une sorte d'état un peu statique, on n'avance pas, et puis il faut partager, il faut se nourrir, et il faut un peu nourrir un peu l'ego quelque part. Et à propos de partage, justement, on peut vous contacter, hein, il y a un lien vers votre Facebook, vers votre LinkedIn aussi, sur votre site. Et vous me disiez tout à l'heure que des gens vous écrivent, moi je trouve ça fascinant. Vous avez, on en a parlé au début de cette émission, fait cet exercice sonore et écrit de l'autoportrait. Et des gens, alors vraiment ça m'épate, des gens vous envoient leur autoportrait. Alors vous leur avez rien demandé finalement. Non. Alors comment ça se passe, comment est-ce qu'on reçoit ça? Des fois, il y a des messages d'amour, ils glissent ça dans les autoportraits qu'ils m'envoient, mais... Ça, c'est parce qu'ils ont vu votre photo aussi. Ma photo, je me cache derrière un appareil photo aussi. On devine je me quand cache, même. On voit la moitié de... Oui, en plus, c'est fait exprès. Non, c'est fascinant, c'est très touchant, et puis c'est déstabilisant aussi, ça fait peur de savoir qu'on a un certain impact sur les autres. C'est quelque chose que je n'arrive pas trop à maîtriser, et c'est pour ça d'ailleurs que je garde toujours un certain recul par rapport à... C'est pour ça que je me cache derrière un appareil photo sur mes photos. Et non, c'est assez fascinant mais effrayant en même temps. C'est ça, mais il y a un paradoxe assez intéressant. C'est exposer et partager son travail, ce qui est assez classique et logique finalement lorsqu'on est artiste, et en même temps se dire oh là, mais je m'expose. C'est lorsqu'on fait un site internet, est-ce que vous le gérez vous-même votre site? Lorsqu'on fait un site internet, on a ce qu'on appelle un back-office, on a des statistiques. Est-ce que vous êtes attaché à ça? Est-ce que vous regardez à intervalles réguliers le nombre de visites et de quel pays viennent les gens qui ont regardé votre site, ou pas du tout? J'avoue, oui. Ouais. Oui, une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça m'arrive de regarder et puis de voir les pays. J'ai même des visites du Japon, d'Australie, l'Afrique du Sud, enfin des pays de Russie, des pays un peu... et puis de savoir qu'une partie de moi a fait le tour du monde quelque part. C'est assez fascinant, oui. Et donc ça fait plaisir. Il y a une évolution positive, une progression? Oui, j'ai de plus en plus de visites et oui, ça va, je suis contente. Ouais.
Ça fait plaisir à voir, j'imagine, hein, un artiste comme à tout un chacun finalement. Superflu, c'est jusqu'à 20h sur Lux Radio. Nous continuons à parler évidemment, à échanger, à partager avec nos invités, avec vous. Nous parlerons notamment aussi de politique et de l'actualité du jour. Nous parlerons de Kadhafi, attention, sujet sérieux s'il en est. Nous parlerons de Kadhafi et de l'argent des partis politiques dans un instant sur Lux Radio. Si on se faisait un petit week-end en amoureux, tous les deux, dans la Palmeraie de Marrakech? Très bien. Et on fait quoi des enfants? Cet été, ne vous interdisez pas un week-end en amoureux sous prétexte que vous avez vos enfants avec vous. Jusqu'au 14 septembre, votre chambre double au Palmeraie Golf Palace est à partir de 1400 dirhams la nuit. Et la seconde pour vos enfants est à moitié prix. Comme ça, avec une chambre pour les parents et une chambre pour les enfants, chacun peut faire ce qui lui plaît. Offre soumise à condition. Réservation au 05 24 33 43 43. Performance époustouflante, luxe sportif et technologie de pointe fusionnent pour former la superbe gamme des coupés Jaguar XK XKR. Un luxe sportif d'un nouvel ordre. Paré des matériaux les plus nobles, avec une finesse remarquable, la gamme des coupés Jaguar XK XKR offre l'occasion unique de contempler ce que l'automobile peut créer de plus exclusif, de plus sublime, le millésime des voitures sportives. Que vient par faire le tout nouveau XKR S? Une expression exaltante de la puissance et des performances Jaguar. Les coupés Jaguar XK et XKR, le cœur sportif de Jaguar. Volupté, Magnificence, or, opulence, toucher, caprice, brillance, rubis. évanescence. Les mots du luxe sont sur Lux Radio. Lux Radio, les mots du luxe avec Schweppes. Votre côté. Superflu, l'émission indispensable de vos fins de journée, exclusivement sur Lux Radio. Lux Radio. Vous écoutez Superflu, vous écoutez Lux Radio partout dans le monde sur internet, sur anaka.ma, et si vous êtes un heureux possesseur de smartphone et d'iPhone, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Lux Radio sur l'App Store. Mes invités ce soir sont Zara Samiri, photographe de talent. Vous pouvez voir son travail sur zarasamiri.com. Philippe de Fretteur qui vient là nous parler d'un concours de photos, d'un concours qui s'appelle Je suis la mode. Vous pouvez là aussi trouver plus d'informations, mais nous en parlerons avant la fin de l'émission bien évidemment sur internet avec le site je suis la mode.ma. C'est ça, Philippe de Fretteur? Exactement. Voilà, je ne sais jamais c'est .ma ou .com, mais à chaque fois j'hésite entre les différents sites. Et puis évidemment sur Facebook, hein. On vous retrouve aussi tous sur Facebook. Jean Zaganieri, c'est notre témoin ce soir. Merci de m'accompagner, d'être parmi nous. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlons aussi d'actualité, nous commentons l'actualité. Ce matin, Shadi Ayouch, dans les matins luxe entre 7h et 9h sur Lux Radio, nous parlait de l'argent des partis politiques. Ouais, moi je suis pas contre les investissements privés, les financements privés dans les campagnes, mais après pourquoi pas partir sur condition de les plafonner. Voilà, ou un système mixte avec tant d'investissements publics. Il y aura toujours une partie publique je ne suis et pas une partie contre. privée qui puisse être plafonnée. Il y aura toujours une partie privée, mais il faut qu'elle soit plafonné. Voilà, et puis je pense que ici en particulier, s'il y avait une partie privée, ça pourrait justement peut-être susciter de l'engagement chez les Marocains à placer leur propre argent dans la politique. Ils s'en sentiraient peut-être plus propriétaires. J'aime pas le mot placer. Oui, bah c'est un investissement forcément. Mais justement, ça me permet, laissez-moi terminer ma phrase, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure que je trouvais un petit peu réducteur, qui est de dire plus on a d'argent, finalement, plus on fait de publicité pour un parti, plus on a de voix. Le débat est sur Lux Radio du matin jusqu'au soir. À l'instant, Nadia Rabat et Gabriel Bannon qui parlaient du financement des partis politiques. Vaste sujet s'il en est, parce qu'il est d'actualité, puisque les élections législatives arrivent dans peu de temps. Il faut inciter les gens, et notamment les jeunes, à s'intéresser à la politique, ce qui n'est peut-être pas toujours évident lorsqu'on est dans un pays avec plus d'une trentaine de partis. Donc là aussi, pour le financement, effectivement, il faut les trouver, ces fameux financements. Zara Samiri, vous intéressez à la politique, vous intéressez à ces sujets, vous allez voter? Le seul parti qui m'intéresse, c'est le PP, le parti photographique. À part ça... Et celui-ci, même celui-ci a des problèmes de financement, finalement, on en parlait tout à l'heure. Donc j'en déduis que vous ne votez pas. C'est un sujet personnel, c'est privé. Est-ce que vous pensez malgré tout que je ne veux pas insister sur votre geste à vous, mais j'en déduis malgré tout que peut-être que les hommes politiques ne savent peut-être pas faire ce qu'il faut pour qu'on s'intéresse à la chose politique, à ce qu'ils ont à proposer, alors que pourtant ça nous concerne tous les jours dans la cité. Mais parce qu'ils ont des intérêts toujours derrière, donc je pense que
Moi, ce que je reproche à la plupart des politiciens, c'est qu'ils pensent à leur intérêt personnel avant de penser à l'intérêt collectif. Et si on commence à penser à financer ainsi les partis politiques, on va finir par ressembler un peu aux États-Unis avec leur système de lobbying, des partis, des futurs présidents des États-Unis. Et puis, je pense que ça peut être un peu dangereux de recevoir des financements de je ne sais pas, de sociétés, parce que ça voudrait dire qu'on achète un peu quelque part la personne. Oui, ou effectivement qu'on place. Gabriel Banon disait tout à l'heure que le terme n'était peut-être pas le mieux choisi, mais pourtant c'est souvent ce que font certaines grandes entreprises. On voit même dans des pays, même pas forcément qu'aux États-Unis, mais même en Europe, des sociétés qui vont donner de l'argent pendant des campagnes présidentielles, mais à plusieurs candidats. Comme ça, ils sont tranquilles après, quoi qu'il arrive. Jean Zagagnariz, financement public, financement privé, hybride pour les partis politiques, pour les aider à s'exprimer, parce que finalement, si on leur reproche souvent ici et ailleurs de pas donner envie aux gens de s'intéresser à leurs propositions, mais pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent faire ce travail, il leur faut forcément un financement. Oui, là je pense au livre de Michel Offerlé, les groupes d'intérêt, tous les rapports entre partis, associations, groupes d'intérêt, et tout ce petit monde-là est dans ce que Pierre Bourdieu appelle le champ politique. Le champ politique, c'est un moment effectivement des rites d'initiation, des droits d'entrée dans le champ. Une fois qu'on est dans le champ, c'est des positions, et à un moment ces positions, comment on occupe des positions dans le champ politique? Et avec des capitaux symboliques, mais aussi des capitaux matériels et notamment financiers. Et à un moment, les partis, effectivement, il y a tout ce jeu en fait qui est intéressant à étudier sociologiquement par-delà les partis pris, non pas pour juger si c'est bien ou c'est mal de faire ça, mais comprendre comment ça marche, mais à un moment aussi voir un peu les dérives, à quoi ça peut amener. Quand à un moment, si à un moment, je sais pas, un type de lobby peut s'acheter un parti, quelle crédibilité effectivement ça a pour le bien commun? Moi, je reste très attaché à la définition du politique d'Aristote. À un moment, le politique, c'est aussi le bien commun de la cité. C'est à un moment, il y a ses intérêts privés, peut-être il y a des choses dans notre vie à nous, dans notre famille, mais quand on s'intéresse à la politique, c'est plus les intérêts privés. Les intérêts privés, c'est ce qui pervertit le politique. Ça doit être l'intérêt collectif avant toute chose. C'est le bien commun, voilà, le bien commun par-delà ces intérêts privés, c'est le bien commun. Et là, il faudrait relire le livre. Je me tais parce que sinon je fais un tout droit, mais il y a le livre de Max Weber, Le savant et le politique, qui montre très très bien qu'est-ce que c'est effectivement, quelles sont les apories de ce métier de politique, quand les gens ne vivent plus pour la politique, mais vivent de la politique. Là, c'est un véritable problème. Et Max Weber, dès le début du siècle, avait posé ça. Philippe de Freiteur, quand on gère un projet aussi important que ce centre commercial, on le disait tout à l'heure, un des plus importants du continent, on a, j'imagine, évidemment, affaire au pouvoir public. Quels sont les rapports, dans ces cas-là, d'une grande entreprise privée avec les pouvoirs publics ? Ils sont d'abord structurés autour de la notion, je pense, de grands projets d'intérêt national. Et notre groupe Axal et son partenaire NESC au Maroc, parce que nous sommes associés dans ce projet Morocco Mall, visent vraiment à créer un projet d'envergure nationale, à transformer d'une certaine manière certains secteurs économiques. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, bien sûr, avec les pouvoirs publics. Après, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, je pense les aspects d'urbanisme, les aspects d'architecture. Oui. La formation nous a amené, on parlait d'éducation et de formation, à travailler très étroitement avec l'ANAPEC, avec le ministère de l'Industrie, de l'Emploi. Donc c'est un dialogue permanent. Voilà. Vous, si je vous entends, vous avez une réaction plutôt positive. Vous avez l'impression que les politiques, les pouvoirs publics vous écoutent et se rendent compte de l'intérêt, là pour le coup, de l'intérêt général et qui rejoint l'intérêt économique. Je pense que la société, le bien commun, gagnera de toutes les façons à ce que les démarches se fassent à deux, avec les acteurs privés et les acteurs publics. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait sur les partis politiques et leur financement. Je pense que le corollaire en fait de la contribution privée, que ce soit des individus ou des entreprises à des partis politiques, c'est la transparence. Et en fait, la transparence permet d'éviter les gabegies. Il y a certains moyens comme la publication des comptes, comme l'accès aux rapports de société, et je pense qu'il faut pousser cette transparence parce que les gens, qu'ils en aient envie ou pas envie, quand ils en ont envie, donnent de l'argent, au moins ils sauront où ça va. Voilà. Oui, et puis limiter aussi effectivement. Moi, je peux m'immiscer dans le débat. Si on permet aux privés et aux entreprises privées notamment de financer des partis politiques, des candidats, il suffit aussi de plafonner et, comme vous dites, Philippe de Freiteur, d'imposer un contrôle des observateurs, des comptes publiés.
et j'allais dire de sévir si ce n'est pas le cas, et voilà, et puis après de le faire savoir. Les électeurs, les citoyens peuvent en tirer ensuite toutes les conséquences. Nino Mécoire nous a rejoint une nouvelle fois avec sa guitare. À chaque fois, un plaisir de vous entendre. Alors, tout à l'heure, vous ne saviez pas trop ce que vous alliez nous jouer. Pendant une demi-heure, vous avez pu y penser et réfléchir. Nino Mécoire, qu'est-ce qui vous inspire ? Là, j'ai envie de jouer, de faire un medley avec 2 morceaux que j'ai envie d'interpréter un peu à ma manière, qui se jouent à la guitare électrique ou au piano. Donc ça va être... Je précise que vous avez une guitare sèche, hein, pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Donc ça va être Europa de Santana, grand tube. Wow. Et Blue Bossa, standard jazz. Génial, on vous écoute tout de suite avec ce medley Nino Mécoire en direct dans Superflu sur Lux Radio. Bonne soirée avec nous. Nino Mécoire en live sur Lux Radio, bravo Philippe de Fréter. Lorsque Nino Mécoire nous a annoncé une reprise de Santana, j'ai vu vos yeux briller tout à l'heure. Hein. J'étais impatient et j'ai beaucoup apprécié, bravo. Ah oui, on n'est pas déçus. Hein. Waouh, ce serait très très beau pour finir comme ça en beauté. Nous n'aurons pas le temps de parler du colonel Kadhafi ce soir, mais nul doute qu'il nous donnera l'occasion d'en reparler lui-même un de ces jours. J'en viens au concours. Je suis la mode, Philippe de Fréter. Les cabines qui permettent donc de se faire shooter, maquiller, coiffer, photographier. Où est-ce qu'on les trouve à Casablanca et à Marrakech dans les prochains jours?
Donc elles seront au Marif pour Casablanca et à Marrakech dans les endroits plutôt du côté de Guéliz, voilà. Donc il y a les studios mobiles, 3 leviers, hein, vraiment pour s'inscrire. Alors justement dans l'ordre, les studios mobiles, ces jours-ci au Marif, à Casablanca, pas d'adresse plus précise ou baladez-vous dans le Marif. Près d'une grande enseigne de restauration rapide. Voilà, d'accord. Près d'une grande enseigne de hamburger au Marif. Si vous permettez, une question. Donc vous avez dit que la Galerie Lafayette organisait des cours pour les gens qui ont envie de devenir vendeurs, etc. Pour le personnel. Donc pour les gens qui nous écoutent, comment faire pour justement taper à votre porte, si j'ose dire? C'est très simple. Il y a d'abord un site, Axal Academy, sur lequel on peut postuler. On peut déposer aussi, sur lequel on peut déposer son CV. Il y a aussi tout simplement notre bureau qui est boulevard Massira, à côté du magasin Massimo Dutti. On peut venir déposer aussi son CV là-bas. C'est très simple. Voilà. Et on a eu des milliers de CV qui ont été déposés déjà et on incite encore bien sûr les personnes intéressées à le faire. Et ils ont besoin de 5000 personnes je crois, donc faut pas hésiter. Voilà, pour l'Axal Academy c'est 1500 pour le groupe et on traite aussi les besoins du mall, donc il y a beaucoup de travail. Voilà, ça fait effectivement, il y a du travail. Donc on parlait, je reviens au studio mobile, ils sont au Marif en ce moment, ils sont à Marrakech à quel endroit? Je vous disais plutôt du côté de Guéliz. Voilà. Du côté de Guéliz, voilà. vers Marrakech Plaza, etc. Et une autre grande, toujours la même enseigne de hamburger finalement. c'est le bon point de rassemblement. Qui sera présente aussi au Morocco Mall quand le Morocco Mall ouvrira. Bien sûr, logique. Les autres possibilités, on peut aller directement sur Facebook, sur la page Galerie Lafayette Maroc et sur internet je suis la mode.ma pour envoyer ces photos. Surtout sur le site je suis la mode.ma. Surtout sur le site. Alors d'ailleurs sur le site, ça tombe bien puisqu'on en parle. Il est bien le site. Enfin, il semble complet, puis en fait il manque encore des choses. Vous parliez des looks décryptés tout à l'heure. Il y a une rubrique pour ça, donc ça je suis sûr que ça va intéresser pas mal de monde. Mais c'est marqué bientôt, c'est quand bientôt? Quand est-ce qu'elle ouvre cette rubrique, Philippe de Freiteur? Ça sera prêt ce week-end, voilà. Ah, très bien, voilà. Ils sont en train de disséquer les looks et d'essayer de faire du bon travail. Il y a un autre levier aussi important que je voudrais souligner, c'est on travaille avec Joseph Wechen qui est un chasseur de tendance et en fait lui a pour rôle en fait de chasser des looks. Donc on peut avoir la chance aussi d'être identifié par lui et lui fera la proposition à ceux qu'il a identifiés. C'est ce qu'on disait un petit peu au début de l'émission, c'est un peu le chasseur de look. Exactement. Qui lui va rencontrer les gens et hop, photos, etc. Merci Philippe de Freiteur d'être venu nous parler de cette opération Je suis la mode. Je rappelle qu'on retrouve toutes les informations sur internet. Merci et encore félicitations à Zara Samiri d'être venue. Merci d'être venue et félicitations pour votre travail. Vous aussi, on vous retrouve sur internet et sur Facebook. Zara Samiri, SAMIRY.com. C'est ça. Voilà. Maintenant, je vais dire les deux, .com.ma et puis on voit bien. On regarde sur un moteur de recherche. Merci Jean Zaganiris de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à vous. Je vous retrouve bientôt, j'espère aussi. Demain matin, ne manquez pas les rendez-vous incontournables de Lux Radio de 7h à 9h. C'est Cédric Ralfi avec les matins Lux de 9h à 10h. Diamant Rose avec Ikram El Khinaoui et l'émission de débat politique avec Rachid Alaoui. L'émission de débat politique de Lux Radio s'appelle Avec ou sans parure. C'est tous les jours, donc demain aussi de 14h à 15h. Je vous retrouve pour ma part pour un nouveau numéro de Superflu demain soir de 18h30 à 20h. Portez-vous bien, passez une excellente soirée.